à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast audio sur le blog Utips. Bonjour Vincent. Bonjour Fabien. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Tu es à la fois développeur de plugins et ingénieur du son, notamment musicien également. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on va créer une série de podcasts ensemble, comme on a fait avec Brain. Donc tu es aussi sur Grenoble. Tout à fait. Et est-ce que, pour commencer, tu peux nous décrire un peu ton parcours, voilà, comment tu es arrivé à développer des plugins, comment tu es arrivé à sonoriser des groupes, à enregistrer des groupes, à faire du mixage, etc., etc. Ça intéressera sûrement ceux qui se lancent. Dans un des métiers ou dans un autre. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a 1000 façons d'y arriver. Probablement, oui. Ouais, peut-être pas 1000, mais... Il y a beaucoup de façons d'y arriver, ouais, tout à fait. Donc moi, aujourd'hui, je suis développeur de plugins, c'est mon activité principale. Ça l'a été par le passé, mais pas tout le temps. En fait, au départ, je suis musicien, mais très vite, j'ai été attiré par la technique parce que j'adorais, quand j'étais gamin, m'enregistrer sur du vieux matos, poser ce truc-là, trouver des esthétiques, brancher des vieux micros. J'étais très attiré donc par les métiers de technique du son et j'ai, par flemme peut-être, parce que en tant que musicien, il y a des problématiques compliquées. De groupe, de répétition, un boulot énorme. J'ai été attiré par le fait d'être ingé son parce que c'est peut-être plus simple d'un côté et il y a des problématiques techniques qui m'intéressaient beaucoup d'un autre côté. Donc, tu étais un peu tiraillé dans les deux quand même. Probablement, mais il y a eu des déceptions de groupes qui ont fait que je suis passé de l'autre côté. Je suis passé parce que tu as pensé quand même faire une carrière de musicien. Je sais pas si j'ai pensé faire une carrière, mais au début j'étais musicien. Quand je suis arrivé sur Grenoble, j'étais guitariste, je jouais dans des groupes, je faisais de la composition, et puis à un moment j'ai viré quoi. Parce que t'as commencé à quel âge la musique? Aux alentours de 5 ans. Mes parents ils m'ont mis au conservatoire, j'ai fait l'éveil musical, j'ai fait de la clarinette, j'ai fait le conservatoire. Ça m'a énormément aidé par la suite quand j'ai monté des groupes avec mes copains de collège. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, je voulais jouer de la musique, mais au niveau des groupes, il y avait des problématiques humaines, je pense, qui m'ont un peu refroidi. Ouais, par exemple problème d'ego Ouais, les problèmes d'ego, mais après tous les gens qui ont monté un groupe un jour savent que ça peut être difficile. Et du coup, je me suis orienté vers la technique, donc je me suis lancé, j'ai trouvé des groupes et je suis parti sur la route avec eux, déjà en studio pour faire de la maquette, du disque, de l'album, et puis je suis parti sur la route et je me suis plongé là-dedans. Alors au niveau des compétences en tant qu'ingé son, tu t'es formé comment? T'es allé à l'école, tu t'es auto-formé ou c'est un mélange de tout ça? Alors moi j'ai fait une école d'ingénieur, je suis plutôt scientifique, donc là, tout ce qui est technique, la physique du son, je connais quoi. Ouais. C'est pas très compliqué en fait. Mais la pratique après des techniques du son, c'est encore autre chose parce que c'est comme tout aspect qui a, tout domaine qui a deux aspects théoriques-pratiques, les deux sont importants. Donc j'ai appris sur le tas et je pense que moi je suis autodidacte dans la plupart des domaines et je pense que les écoles d'ingé son c'est très bien, ça permet de pratiquer sur du matériel, mais de toute façon quand t'apprends t'es tout seul. Donc je me suis lancé, des fois j'ai peut-être un peu menti sur ce que je savais faire ou pas faire, c'est comme ça qu'on apprend. D'accord, et les expériences les plus enrichissantes en studio ou en live, c'est les choses qui t'ont vraiment permis de passer un cap, c'est toutes les expériences où je suis tombé sur du très gros matériel et où je suis tombé sur des gens très compréhensifs et très pédagogues. Parce que ça arrive, des fois tu arrives en live, tu as une console monstrueuse, ça se fait plus trop à l'époque, mais à l'époque, maintenant ça se fait plus trop, mais à l'époque il y avait des grosses consoles analo, des racks de périph infinis, moi je... Oui, parce que là t'as pas de preset... J'avais lu dans un bouquin comment ça marchait, mais je savais à peu près, et j'allais trop lentement et les mecs m'aidaient beaucoup, quoi. C'était vachement bien. Ouais, donc là, ça a été une grande aide, quoi. Ouais, en studio, c'est pareil, je savais comment ça marchait, mais avoir quelqu'un qui te conforte dans tes choix et dans ta façon d'affiner les placements micro, les choix esthétiques, ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'est des rencontres humaines, c'est simplement ça. Des fois, juste sur un concert, ou des fois, à moyen terme, en studio. Et du coup, si on prend la casquette ingé son, t'as pu sonoriser des groupes sympas, t'as pu faire des disques, des choses comme ça. Ouais, voilà. Alors après, je pense que j'ai trouvé une limite à un moment. Je suis pas le meilleur ingé son du monde. Je pense que c'était pas ma destinée de faire 100% ingé son, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu très vite envie d'un complément. Mais j'ai fait quand même beaucoup de choses. Ouais. J'ai fait, je sais pas combien j'ai fait de disques ou j'ai fait de concerts, mais c'est vraiment beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps sur la route et beaucoup de temps en studio et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, quoi. Ça m'a permis d'apprendre les outils et d'un autre côté,
Quand je suis arrivé en école d'ingénieur et que j'avais plus trop le temps de tourner en concert, j'enregistrais beaucoup de choses chez moi sur l'ordinateur et j'ai découvert les plugins audio et ça a été une révélation parce que comme dans les années 80, quand t'achetais un nouveau rack, un studio, un nouveau matos ou un nouveau micro, t'étais ultra content. Là, je téléchargeais un plugin craqué, c'était Noël, je testais des trucs, j'étais super content et j'ai eu tout de suite vraiment envie de m'orienter dans le traitement. T'as commencé à craquer les trucs, parce que t'avais pas le choix, quoi. C'est une question de budget aussi au départ. Ouais, c'est le jeu. Et puis tout le monde sait, c'est de notoriété publique qu'au début de l'enregistrement numérique, les éditeurs mettaient leur soft en craqué pour les diffuser très largement. Enfin, c'était très facile. Aujourd'hui, je sors des plugins, je peux pas en vouloir aux gens qui les chopent en craqué s'ils font pas de saut avec. Hein. Ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, je chopais tous ces trucs en craqué, j'en avais plein, j'ai commencé à les comprendre, les connaître, et j'ai eu envie d'en fabriquer. Et le premier plug que tu as fabriqué, c'est quoi? Le tout premier? Bon, c'était probablement un filtre ou un équaliseur, un truc comme ça, c'est ce qu'on fait au début. Ouais. Non, au début, ce qu'on fait, c'est on prenait l'exemple des VST parce que c'était. C'est sur Cubase, sur Cubase, ouais, VST32, c'est le seul truc qui était dispo à l'époque. Il te donnait un développement de kit et puis tu faisais un gain. Tu avais un slider, tu faisais un gain. Et c'était super, tu étais content. L'étape d'après, tu faisais un petit filtre et puis l'étape d'après, tu faisais des trucs plus compliqués. D'accord. Et voilà. C'était long à faire hein. Ouais, c'était un peu long. Ouais. Ouais, un filtre, c'est long à faire? Pas pour quelqu'un qui débute Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le domaine, oui, il y a pas mal de problématiques compliquées. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, comment ça a évolué? Alors, tu as commencé à faire des petits plugins, puis des plus gros, et puis après, du coup, j'imagine que tu t'es dit, ça... Après, je suis sorti, j'ai fini mon école, c'était une école d'électronique, donc à l'école, en elle-même, je fabriquais des pédales de guitare, des machins, je fabriquais du matos, mais je faisais pas de développement audio, et à mon stage... Tu fabriquais quand même des petites pédales hardware aussi, tu as ce côté aussi électronique, forcément, quoi. Je pense que c'est le... Préampli aussi, non, j'imagine. Ouais, mais c'est un peu la même passion, en fait, fabriquer du matériel. Après, le hardware, c'est plus chronophage et c'est un peu plus cher. Fabriquer du logiciel, c'est plus technique, mais c'est moins cher. Il y a différents aspects. Ouais. Et donc, j'ai fini mon école et mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez Arturia parce que c'était à Grenoble et que j'aimais beaucoup cette boîte parce que ils avaient sorti des plugins intéressants et donc j'y suis resté quelque chose comme 5 ou 6 ans, quoi. Ah, quand même. Tout de même. Tout de même. Et oui. En fait, j'ai commencé là-bas. Il sortait un synthé numérique et je devais programmer des puces qu'on appelle des FPGA pour gérer les flux audio, les flux des boutons. Et en fait, il s'est trouvé que l'ingénieur en traitement du signal à l'époque est parti. Et j'ai eu l'opportunité de prendre sa place, donc je me suis formé et j'y suis resté, quoi. Ouais. Et là, tu as été auto-formé en interne ou c'est toi qui as appris? Je me suis formé surtout moi. Ouais. D'accord. Parce que, enfin, on apprend tout seul, hein, de toute façon. On apprend tout seul. Ça, c'est la grande leçon. Ouais. Et là, tu as eu vraiment un statut, développeur plugin officiel, quoi. Là, t'étais parti là-dedans, quoi. Quand tu bosses sur des plugins qui sont vendus commercialement, qui sont, je me suis dit que c'était ça que j'avais vraiment envie de faire et que c'était mon activité principale. Et là, ça t'a passionné? Ça m'a passionné, ouais. Et t'as continué après, t'es parti d'Arturia? Après, je suis parti, je suis reparti sur une petite session où je suis reparti pas mal en tournée avec des groupes. J'ai fait un peu de boulot en freelance parce que j'avais envie d'être un peu libre. Et là, je suis reparti sur une autre boîte avec un ancien d'Arturia qui s'appelle Eliosis et qui est jumelé, on va dire, avec une boîte américaine qui s'appelle Slate Digital. C'est les mêmes personnes, ces deux boîtes. D'accord. Où là, on est parti sur de l'effet studio, modélisation, très haute qualité, voilà. En gros, on mesurait du vieux matériel et on reproduisait vraiment absolument tous les défauts qu'on trouvait. Même. Et donc là, tu as participé à aller élaborer des plugins chez Slate, quoi. C'est ça. Par exemple, lesquels les premiers, le FGX, qui a un limiteur maximiseur de mastering, les VCC, qui sont des émulations de tranches de console. C'est parti des premiers à émuler vraiment ces petites couleurs. Et ça, c'est un gros boulot, de faire ces plugins-là? C'est pas mal de boulot, ouais. Par exemple, c'est combien de... Ça dépend chez qui, et puis ça dépend de beaucoup de choses, mais disons que nous, notre optique, c'était vraiment... Disons qu'il y a plusieurs approches. Tu as des gens qui prennent les schémas électroniques d'un matériel et qui vont écrire du code qui va faire en gros ce que font les schémas. Nous, ce qu'on faisait, c'était plus l'approche humaine, c'est-à-dire on considère que l'être humain, il est sensible à des choses qui sont pas mathématiques et qu'on connaît pas forcément, des petites distorsions, des petits défauts. Et donc on mesurait vraiment tous les petits défauts du matériel et sans se poser la question de si ce défaut était pertinent à modéliser ou pas, on le reproduisait. C'est plus compliqué quand même. C'est plus compliqué, ouais. Parce que déjà, tu sais pas ce que tu cherches, tu cherches des défauts, donc tu regardes vraiment tout ce qui se passe. Mais finalement, tu te rends compte que ce qui crée le côté vivant et organique du matériel, ce sont les petits micro-défauts. Du coup, l'approche, c'est vraiment, j'écoute le matériel original et je fais des comparaisons tout le temps en aller-retour. On peut dire ça comme ça. Ouais. Avec des analyseurs. On peut dire ça comme ça, ouais.
Mais c'est vraiment aller très très loin dans la recherche du défaut. Alors on regarde quand même les schémas électroniques pour comprendre comment ça marche. C'est important, mais on va chercher il y a une vraiment approche scientifique et en même temps, on va chercher empirique, ce qui s'écarte du côté scientifique, voilà. Parce qu'on sait que ces défauts peuvent exister, mais on ne sait pas lesquels sont dans quel matos, quoi. Ça, c'est une approche que tu avais chez Arturia aussi, j'imagine, non? Un petit peu moins, on l'avait, mais on n'a pas pu la pousser aussi loin. Et puis je crois que le monde du plugin, globalement, a évolué en 15 ans aussi. Il y a 10 ans, on essayait déjà de faire des trucs qui n'avaient pas trop d'aliasing, qui sonnaient à peu près bien. Et puis, alors l'aliasing, ceux qui ne connaissent pas. Alors, l'aliasing, c'est rapidement, en numérique, on a une fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va chercher un petit bout de son 44 000 fois par seconde ou 48 000 fois par seconde ou 96 000 fois. Ça veut dire que, par exemple, si on est à 44 001, on ne pourra pas reproduire des fréquences à plus de 22 kHz. Et donc, si tu essaies d'en reproduire, il va se passer des trucs bizarres, en fait. Elles ne vont pas être à la bonne fréquence, elles vont être plus bas. Et ça va créer des trucs qui ne sont pas musicaux, qui ne sont pas très agréables. Un peu bizarre, quoi. Si tu veux, par exemple, créer une petite distorsion, comme on a dans les synthés ou les préamps, et que tu le fais vraiment de manière hyper naïve, tu vas te retrouver avec plein de basses fréquences bizarres qui sont pas très belles. Et s'affranchir de ça, c'est assez technique. D'accord. Voilà. Donc je pense que la première partie technique du monde du plugin, c'était s'affranchir de ces défauts-là. Ouais, c'est quand même complexe. Et après, là, maintenant, le plugin en est dans une phase, chez UAD, comme chez Slate, comme chez nous, comme chez tout le monde, d'aller un step plus haut, c'est-à-dire reproduire vraiment les petites finesses du matériel et ce qui est vraiment ce qui fait la différence entre le hardware et le plugin, quoi. Et du coup, on s'en approche quand même, on commence. Et ben oui, enfin après ça, on le dit depuis 15 ans, mais c'est de plus en plus vrai. Alors pour quelqu'un aujourd'hui qui voudrait se lancer là-dedans, est-ce que c'est c'est quoi on va dire, je dirais pas le parcours idéal, mais qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? C'est quoi que tu conseillerais, toi, avec le recul aujourd'hui? Dans le développement de plugins, je pense que... Est-ce qu'il faut passer par une école d'ingé, par exemple? Pas forcément, il faut savoir faire de la programmation, il faut savoir programmer en C, c'est parce que c'est le plus utilisé, mais... Je pense qu'en fait, le plus important, c'est d'être transversal. Moi, c'est ce que j'ai cherché depuis plus de 15 ans que je bosse, c'est d'être transversal, c'est-à-dire de connaître la programmation, de connaître le son, comment ça marche, de connaître la musique, comment ça marche, parce que tu peux pas faire un equalizer sans savoir la musique, pourquoi c'est bien, comment c'est bien. Oui, c'est un ensemble de choses, quoi. C'est un ensemble de choses, donc il faut être très transversal et il faut avoir toutes ces compétences, en fait. Pas forcément pousser au maximum, mais il faut avoir un peu, même pas mal de toutes ces compétences, quoi. Et les mathématiques pour le côté traitement du signal, parce qu'un filtre, c'est quand même mathématiquement assez complexe, quoi. Il y a plein de manières de faire le truc. Et alors, ce qui te passionne le plus dans le développement de plugins, est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, mais est-ce que ça va être plus reproduire des émulations d'effets hardware de studio, comme des compresseurs, des filtres, des delays ou je ne sais quoi, ou des instruments virtuels? Est-ce que j'imagine que c'est pas tout à fait le même boulot Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi j'ai adoré pendant un temps vraiment la grosse geekerie, c'est-à-dire s'approcher le plus près possible du matériel, que ce soit un instrument, un synthé ou un matos, parce que finalement, c'est quand même assez similaire. La même chose, quoi. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est trouver des nouveaux moyens, garder ce truc humainement hyper agréable du matos analo, mais trouver des nouveaux moyens d'ergonomie par rapport à ce qu'on a en 2018 et vraiment arriver à coupler harmonieusement les moyens ergonomiques qu'on a aujourd'hui, le côté numérique des outils et le côté agréable au niveau sonore de l'analogique, quoi. C'est vraiment aller plus loin, quoi. Donc tu disais que tu étais un petit peu en freelance aujourd'hui? Alors aujourd'hui non, j'ai monté une société avec, on est 3 associés là depuis le début de l'année. Voilà, qui s'appelle Pulsar. Avec laquelle on ça va pulser donc. Ça va pulser exactement. Tu vois, avec laquelle on est en train de développer des plugins qu'on va sortir si tout va bien à la fin de l'année, et avec laquelle on fait du service, c'est-à-dire qu'on développe des plugins ou des bouts de logiciels audio pour d'autres sociétés parce qu'on a envie de voir d'autres choses et de s'ouvrir à d'autres mondes aussi, quoi. Ouais. D'accord, donc c'est pas uniquement cantonné au monde de l'audio, quoi. C'est au monde de l'audio, mais pas forcément au monde de la musique assistée par ordinateur. On peut faire de la reconnaissance vocale, on peut faire du médical, on peut faire... D'accord. Par exemple, il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est le mec qui a développé Antares Autotune, qui est un effet qui est très très à la mode. On aime ou on n'aime pas, mais c'est pas la question. C'est tout ce que, 90% des trucs que tu entends à la radio, c'est autotuné. Ce mec-là, c'était un chercheur en sismologie, quoi. Ouais. Et donc, il a adapté des méthodes qu'il a développées pour la sismologie, pour la voyance
humaine. Et en fait, du coup, c'est intéressant que on s'est rendu compte que c'était intéressant d'aller voir d'autres domaines pour pouvoir avoir l'ouverture d'esprit pour développer des nouveaux trucs dans le monde de l'audio. Ok, bon, on aura l'occasion, je pense, de découvrir ces plugins. D'ailleurs, j'en parlerai sur le blog. Très bien. Voilà. Excellent. C'est dit. Pour revenir, donc ça c'était tout l'aspect plugin, donc on voit bien ce que tu fais aujourd'hui, on va suivre ça de près. Pour revenir à l'aspect plus son, musique, le côté ingé son, ce serait quoi ton conseil aujourd'hui? Bon, j'imagine c'est un peu la même chose, hein, être un peu ouvert d'esprit, mais quelqu'un qui veut se lancer dans le son, est-ce que tu conseilles de quel type d'études, quelle approche, voilà, est-ce que quelqu'un qui veut se lancer tardivement, c'est encore possible? Enfin, voilà, je pense que c'est possible. Il y a plein de bonnes écoles, hein, mais je ne sais pas si c'est la meilleure voie. Ce qu'il faut, les qualités requises, c'est être ouvert d'esprit et être transversal, encore une fois, parce qu'on ne peut pas faire du son, enfin pour de la musique, j'entends, sans connaître la musique, sans savoir pourquoi tel style de musique a cette esthétique, sans connaître la physique du son et un peu l'électronique. Ça me paraît évident. Assez important, ouais. Et le conseil que je peux donner à un autodidacte qui veut se lancer, c'est rapidement bosser avec du matériel de qualité, en fait. Moi, j'ai mégoté pendant vachement longtemps avec des petites écoutes, des petits micros, des petits machins. Et en fait, chaque fois que j'ai rajouté un zéro à l'addition, alors il ne s'agit pas non plus d'acheter des micros à 10 000 euros direct. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est à ce moment-là, tu fais rien, quoi. Tu fais rien, mais disons que si tu veux commencer sérieusement à faire du son, que tu as le choix entre des écoutes à 100 euros, ça va être facile, et des écoutes à 1000 euros, bah peut-être c'est intéressant de se payer des écoutes à 1000 euros. Tu pourras les revendre, mais surtout tu vas te former l'oreille directement, et en achetant des vrais micros, des vrais préamps directement, en bossant sur de vrais matériels, en fait. Tu vas t'enlever des fausses problématiques et tu vas plus vite apprendre ce que c'est la nature du son et pouvoir bosser bien, quoi. Alors tu disais le côté transversal, voilà, que le son c'est indissociable de la musique. Est-ce que selon toi, on peut être aujourd'hui ingénieur du son sans être musicien? Si tu es ingénieur du son pour Radio France et que tu fais que du blabla, tu peux. Ouais, j'entends. Si tu veux faire de la musique, bah, musicien, ça dépend de comment tu le définis, quoi. Non, mais j'entends pas. Instrumentiste, oui, tu peux être ingénieur sans être instrumentiste, mais tu peux pas l'être sans être mélomane, entre guillemets. C'est-à-dire comprendre les codes esthétiques des styles de musique sur lesquels tu vas travailler et comprendre voilà, comment ça marche, comment c'est mixé, comment le relief est créé dans tel ou tel style de musique, comment la dynamique est gérée, comment les codes esthétiques, en gros, quoi. Ok, bah écoute, je pense que c'est déjà pas mal pour un premier épisode. Très bien. Merci pour voilà, ta petite histoire, ton parcours. Ça permet un peu de te situer. Et puis, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et à la prochaine. Allez, à bientôt, Vincent. Salut. Ciao.